Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là encore une fois pour ce dîner conférence sur la vague. Aujourd'hui, coaching gagnant 101, les fondamentaux techniques. Euh, donc, ça me fait plaisir. Je vais être accompagné de Guillaume Mecto aujourd'hui. En fait, c'est lui qui va leader là, l'atelier, la conférence principalement. Entraîneur-chef, directeur général des Riverains de Lévis. Euh, donc, parmi les chapeaux, en fait, ces chapeaux principaux présentement qui portent. Originalement aussi, comment que ça a parti? Ça a parti d'une discussion de bord de bassin qu'on a eu ensemble sur Guillaume en tant que parent ou qu'est-ce qu'il fait avec les entraîneurs. Il s'est arrivé à l'occasion qu'il est allé s'asseoir dans les estrades puis il dit, moi, quand je regarde les jeunes du club, qu'est-ce qui est important pour moi. Fait que c'est parti un peu de cette discussion-là, c'est arrivé, puis il va vous expliquer un peu comment il est arrivé à la grille, là, c'est plus lui qui va vous expliquer, mais c'est une grille qu'il a élaborée pour lui, pour son club, qui veut bien nous partager. Fait qu'encore une fois, c'est pas les fondamentaux essentiels, techniques que la FNQ, c'est pas la Bible de la natation, mais c'est vraiment un outil que lui s'est créé pour lui, pour son club, une ligne directrice pour les entraîneurs de son club. Donc, qui amène un petit peu à voir au fil des années. Donc, je vous invite à questionner, à challenger. C'est un 4 à 6 points qui s'est donné comme limite. Fait que c'est pas trop complexe. Il n'a pas voulu aller dans hey, je le sais, j'en ai 12 points importants, mais de garder ça le plus simple possible. Fait qu'il va vous expliquer le pourquoi il est arrivé à ça aujourd'hui. Euh, Encore une fois, c'est une conférence pour les entraîneurs. Je sais, on était sur le site de la FNQ. Il y en a peut-être qui vont joindre, qui ne sont pas entraîneurs. Évidemment, c'est une conférence qui est destinée à des entraîneurs. Donc, ça fait plaisir pour ceux qui ne sont pas entraîneurs, qui sont là, de vouloir écouter la conférence. Évidemment, les questions, la tournure vont s'adresser évidemment aux entraîneurs. Si jamais vous avez des questions plus techniques de comment réaliser chacun des points, c'est mon dernier un petit peu le message là, avant de commencer. Il y a quand même assez, puisqu'il va quand même passer à travers les styles de nage, les virages, les départs. Donc, ce serait impensable de penser qu'on pourrait aller techniquement sur chacun des points, chacun des styles en 60 minutes. Donc, si c'est de la réalisation vraiment technique sur des points, gardez vos questions pour la fin. Donc, si on a du temps, on va parler vraiment plus techniquement. Mais si sur son intention, pourquoi le choix d'un point par rapport à un point, bien, à tout moment, vous pouvez intervenir. Donc, Guillaume, merci encore d'être là. Bienvenue. Si j'ai oublié des points, si je me suis trompé dans certains points, pas peur de me corriger, mais à toi la parole, Guillaume. Parfait, merci Yannick. Bonjour tout le monde. Yannick m'a présenté un petit peu, mais je vais quand même en dire un petit peu plus, là. Donc, Guillaume Mecto, je suis l'entraîneur-chef, directeur général des Riverains depuis maintenant 15 ans. Ça fait 25 ans que je roule ma bosse comme entraîneur de natation. J'ai fait pendant 5 ans le club à Charny. J'ai été 2 ans de temps avec le club de CSQ. Et depuis 2008, je suis avec les Riverains. Depuis mes débuts avec les Riverains, j'ai eu le privilège de pouvoir coacher sensiblement tous les niveaux. Quand je suis arrivé, en fait, j'étais le seul entraîneur, donc je touchais à tout. Par la suite, il y a Yvon Rivet qui s'est ajouté à moi. Il y a Charles Labrie, il y a eu Karine Lefebvre, Michel Tremblay, Heather McFarlane. Fait que j'ai travaillé quand même avec beaucoup de super bons entraîneurs. Pendant plusieurs années, je me suis surtout concentré sur le haut niveau. J'avais Marie-Pierre Couillard que j'ai coaché pendant quasiment une dizaine d'années. J'ai eu Jérôme Boucher aussi qui était 2 finalistes aux nationaux. Fait que pendant plusieurs années, je me suis beaucoup concentré sur le senior et le haut niveau. Puis depuis quelques années, je me suis positionné dans mon... En fait, lorsque Marie-Pierre a pris sa retraite de la natation, j'ai fait un constat dans mon club que j'avais mis beaucoup de côté le développement des jeunes. J'avais mis quand même beaucoup de poids sur les épaules de mes adjoints, entre autres Charles Labrie qui était mon adjoint à cette époque-là. Et bref, le temps a passé, puis je me suis rendu compte justement qu'on avait on n'avait pas de ligne directrice dans la progression de nos athlètes. Puis ce qui est arrivé depuis l'année dernière, en fait, je suis privilégié. Là, on a des entraîneurs de
de haut calibre, si on veut, dans le club. En fait, le club, la façon qu'on l'a réparti, on on a notre programme phare qui est le sport-études. On a des groupes du soir qui commencent avec le groupe recrue. Le groupe recrue, c'est les premiers jeunes à sortir de l'école de natation. Puis dans ce niveau-là, depuis l'année dernière, on a en fait, c'est des parents qui sont maintenant rendus parents de mes anciens nageurs pour quelques-uns qui sont rendus parents et à qui on a demandé de s'occuper de ces jeunes-là. Puis malgré le fait qu'ils ont de l'expérience en natation, le coaching, ça reste un métier qui a quand même beaucoup de choses à apprendre puis beaucoup de choses à développer. Puis je me suis rendu compte un peu qu'encore une fois, il manquait de ligne directrice. C'est de là l'idée m'est venue de dire, essayer de mettre sur papier quels étaient les points que je voulais retrouver chez nos jeunes. Entre autres, pour la simple et bonne raison que là, actuellement, moi, j'entraîne principalement des secondaires 3 à 5. Et il est arrivé occasionnellement qu'on avait des jeunes qui arrivaient vers 14, 15, 16 ans qui avaient des défauts techniques qui n'avaient pas été corrigés dans le passé ou volontairement ou involontairement, c'est pas ça le point, mais reste quand même qu'il y avait des défauts de base qui n'avaient pas été corrigés. Puis moi, je voyais une grosse problématique au niveau de la progression à long terme des athlètes. Fait que c'est à partir de là, à partir des réflexions, à partir de qu'est-ce qui est, qui est fondamental pour qu'un jeune se développe bien en natation, qui m'est venue l'idée de faire le document qu'on appelait, moi je l'ai appelé ça les fondamentaux. Parce que c'est, en fait, dans le document que je vous présente ce matin, il y a une première section qui s'appelle vraiment les fondamentaux. Et ensuite de ça, c'est des points techniques par style pour les virages, pour les départs. L'idée derrière ça, c'est pas d'avoir. Je sais que chacun de vous, dans votre club, vous avez des points techniques. Pour chacun, on ne voit pas toujours la technique de la même façon. Il n'existe pas de technique parfaite, mais il y a quand même des points principaux qu'on est capable de se rejoindre. Et j'ai essayé de les sortir pour les mettre vraiment en évidence pour que dès le plus jeune âge des jeunes, on soit capable de déjà bien établir les bases pour que là, en vieillissant, bien, les items de base soient déjà corrigés et qu'on soit capable de les faire progresser au fur et à mesure de leur croissance et de leur développement. Fait que, ben Yannick, je ne sais pas si tu peux présenter le document pour qu'on le voit. Là. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voyez? Donc, oui. Good. Donc, la première section que j'ai appelée les fondamentaux, c'est des idées qui sont vraiment à la base de la philosophie du club, dans le sens de dire qu'est-ce qui doit être, qui doit passer en premier plan dans la façon qu'on enseigne aux enfants. Parce que c'est beaucoup d'enseignement, surtout avec les plus petits, c'est beaucoup de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, je vais passer les points un par un. C'est la seule section où il y a plus que 6 points. Tous les autres, j'ai essayé vraiment de miser pour y aller avec les 4 à 6 points principaux. Ça se peut qu'il y en a où vous soyez d'accord, ça se peut qu'il y en a où vous ne soyez pas d'accord. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des points que si, exemple, j'arrive avec un jeune de 15 ans, puis je suis capable de dire ça n'a pas été corrigé, bien, en fait, s'il arrive à 15 ans, puis ça n'a pas été corrigé, c'est parce que le travail n'a pas été fait avant, là, mais c'est vraiment des points qui sont vraiment de base. Là. Il n'y a rien de très pointu. C'est vraiment l'idée, qu'est-ce qui est le fondement du développement des jeunes. Donc, dans les fondamentaux, il y en a un qui me tient vraiment à cœur. C'est le premier en haut, c'est la technique est possible sans intensité, mais l'intensité n'est pas possible sans technique. C'est un peu bête, mais c'est dans l'idée que aller vite, tout le monde est capable de le faire, mais si tu ne mets pas la technique avec l'intensité, nécessairement puis inévitablement, on va arriver à un point de rupture où le jeune ne sera plus capable de progresser avec la technique qui contient des erreurs. Le deuxième point qui est important, l'alignement du corps est un élément fondamental du développement de toutes les techniques de nage. En fait, on parle souvent du corps, là, de la ceinture abdominale. Il faut vraiment, quand on nage, c'est sûr qu'il y a des styles d'ondulation, il y a des styles de rotation, mais l'idée, c'est de toujours garder le corps dans une ligne droite.
Le troisième point, de bons patrons moteurs ou mouvements moteurs sont fondamentaux pour une progression à long terme d'un athlète. Moi, je sors souvent l'exemple, lorsqu'on fait, on fait répéter à un jeune, ou même nous comme adultes, on répète un même mouvement souvent, à répétition, ça finit par devenir un automatisme. Souvent, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a déjà conduit manuel. Moi, mes premières voitures étaient toujours des voitures manuelles. Donc, j'avais 3 pédales, puis il fallait que je pèse sur la clutch à chaque fois que je changeais de vitesse ou que je ralentissais. Et même malgré que ça fait 10 ans que je ne conduis plus à clutch parce que les nouvelles voitures n'ont pratiquement plus de transmission manuelle, il va arriver à l'occasion que, inconsciemment, surtout dans un freinage, exemple, un freinage rapide, je vais peser sur la troisième pédale qui n'existe pas. Donc, ces mouvements-là qui sont devenus un mouvement moteur ou un patron moteur, c'est vraiment, vraiment important chez les jeunes de bien les développer parce que un jeune qui a répété le même mouvement, le même mauvais mouvement pendant plusieurs années, c'est plus juste un changement, c'est une déconstruction puis une reconstruction par la suite. Puis ça, il faut absolument éviter ça. Le quatrième point, garder la position de la tête toujours dans l'axe du corps. Éviter les mouvements parasites de la tête. Si la tête bouge, c'est tout le corps qui bouge. Ça, c'est une image que je vais prendre souvent, c'est que si j'essaie de marcher en ligne droite, puis je regarde sur le côté, il y a de fortes chances que je vais me mettre à dévier ma ligne vers le côté que je regarde. Donc, si la tête bouge, si la tête, exemple au corps, la tête balance de gauche à droite, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une contrepartie qui va amener tout le corps à bouger pour contrebalancer le mouvement de la tête. Les mouvements parasites de la tête vont avoir, exactement ce que je viens de dire, vont avoir comme conséquence d'apporter d'autres mouvements parasites pour contrebalancer. Fait que si je déplace ma tête vers la gauche, les hanches vont probablement sortir de l'autre côté pour être capable de garder une nage en ligne droite. La position de la tête chez un jeune, c'est primordial, surtout s'ils bougent beaucoup la tête, d'essayer de fixer leur tête dès le plus jeune âge pour ne pas aller chercher ce genre de mouvement parasite-là. Le travail d'intensité doit toujours venir avec des éléments techniques à respecter ou à travailler. Comme je disais, le but de ce document-là, c'est beaucoup d'y aller du plus jeune en s'en allant vers le plus vieux. Quand les jeunes vont devenir plus vieux, les éléments à respecter ou à travailler, ça va devenir de l'automatisme. On n'aura pas nécessairement besoin de le marquer au tableau. Mais pour donner un exemple, cette année, le jeudi, moi, Michel et Heather, on échange nos groupes. Puis moi, je coach le groupe à Michel, qui est un groupe de 8-10 ans. Et en revenant à mes bases, parce que justement, c'est un niveau que j'ai moins l'habitude de coacher, dès que je demande quelque chose avec de l'intensité, je mets toujours des points techniques à travailler. Qu'il le soit à 100%, qu'il ne le soit pas, on le sait, les jeunes, souvent, ils ont tendance à oublier rapidement. Mais l'important, c'est qu'à force de répéter, lorsqu'il y a de l'intensité, il faut toujours qu'il y ait des points techniques à travailler. Le développement du battement de jambes dans tous les styles est une base du développement athlétique en natation. Souvent, quand les jeunes sont jeunes, pour essayer d'éviter de leur faire de l'intensité, quand ils ne sont pas capables d'y aller avec une technique adéquate, l'idéal, c'est, selon ma visée, c'est d'y aller beaucoup avec le battement de jambes. Les battements de jambes sont souvent pas. Le battement crawl est quand même simple à apprendre, le dos aussi. Le battement papillon puis le battement de bras, il y en a qui vont l'avoir très rapidement, d'autres qui ne l'auront pas du tout, mais c'est important de toutes les travailler. Un des points pour moi qui est vraiment important, puis je suis très insistant avec ça en entraînement, c'est tous les mètres sont importants. Aucune portion de la longueur n'est plus importante qu'une autre. Souvent, puis vous remarquerez, on va laisser les jeunes arriver n'importe comment au mur. Parce que dans le fond, la distance est faite. Mais pour ceux qui se rappellent du 100 fly à Michael Phelps contre Kavik aux Olympiques, il n'y a pas même un seul millimètre qui est à mettre de côté. Puis moi, c'est vraiment important qu'on soit vite, qu'on soit modéré, qu'on soit récupération, à moins que ce soit vraiment relax. Puis là, je les laisse vraiment lousses. Il n'y a pas un seul mètre dans la longueur qui est à négliger. Tu pousses du mur, ton 50 mètres, ton 100 mètres, ton 200 mètres est commencé. Il n'y a aucune place que tu peux laisser, disons, baisser ton implication, surtout pas. Souvent, on les laisse faire là, dans le dernier 5 mètres parce qu'il y a du monde au mur puis ils ont de la misère à arriver. Mais surtout pas dans la fin de course. C'est toujours là où souvent on va les laisser aller. Puis c'est justement là où on doit être le plus pointilleux parce que
au niveau international, on le voit, les nageurs nagent souvent tous à la même vitesse. C'est les virages, les coulées, les sorties, les départs qui vont faire une grosse différence. Le dernier point de cette portion-là, c'est chercher à corriger les causes primaires de l'erreur technique plutôt que de corriger la conséquence de l'erreur technique. Se poser la question, qu'est-ce qui a causé l'erreur? Ça, dans ce point-là, c'est que souvent, on va un jeune qui va croiser ou qui va sortir les hanches de gauche à droite, on va essayer de corriger les hanches. Mais ça, le problème, c'est que ce n'est pas les hanches qui causent ce mouvement-là, c'est le fait que la tête bouge. Donc, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui cause le problème que je veux régler plutôt que d'essayer de régler c'est l'étape 2 dans l'erreur. Il faut corriger la base de l'erreur et non corriger seulement ce qu'on voit. Grosso modo, pour cette partie-là, c'est vraiment les points. C'est des points que même moi, depuis le temps que je coach, c'est des points que je me rappelle, que j'utilise tout le temps, que j'essaie toujours de me rappeler, que ce soit surtout au niveau technique. C'est facile de demander à des jeunes de nager vite, mais de le faire dans une optique toujours ce qu'il faut qu'ils nagent bien. C'est pour ça, entre autres, qu'au niveau de mon vocabulaire, quand je parle aux jeunes, il y a des mots que j'utilise plus. Bien nager, je n'utilise jamais ça, parce que c'est tout le temps. Fait que je vais dire modéré, je vais dire cruise, je vais dire nous, on a un système de vitesse qui est de V1 à V6. Donc, je n'utiliserai pas des 200 bien nagés, parce que je pourrais dire 200 bien nagés à l'ordre, parce que bien nager, c'est tout le temps. C'est pas seulement quand on va lentement. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur ce bout-là. Après ça, on va tomber dans les styles de nage. S'il y en a qui veulent ont des petites questions là-dessus, je pourrais répondre tout de suite. Sinon, on va embarquer dans les styles de nage. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit si vous êtes plus à l'aise aussi d'écrire votre question dans le chat. J'ai le chat ouvert aussi, fait que ce soit à l'oral, à l'écrit, c'est vraiment là, comme bon vous semble, comme d'habitude. Sinon. Donc, on va y aller avec les styles de nage, comme j'ai dit. Je me suis limité à 6 points parce que ce serait facile d'en mettre 40. Mais l'idée derrière ça, c'est que plus on en met, plus on a de choses à vérifier, qu'on a de choses à porter attention. Puis souvent, ceux qu'on va rajouter vont découler des autres points qu'il y a dans ceux-là. Puis moi, je le dis, c'est un document, puis même depuis que Yannick m'en a parlé, de peut-être présenter ce document-là, je l'ai modifié aussi parce que je l'ai relu. Je dis, OK, ça pourrait être dit, reformulé. Fait que, assurément, s'il y en a qui ont des points qui voudraient changer, ou moi, je suis toujours preneur à la discussion puis à échanger. Je trouve qu'à la gang, on est meilleur à la gang que chacun de son côté. Fait que donc, j'y vais avec c'est pas crawl d'eau, papillon brasse. J'ai mis les virages, les zones de virage, ce genre de choses-là au travers, mais on va y aller un par un. Donc, pour le crawl, c'est pas mal le style de base. C'est celui qu'on essaie d'enseigner en premier. Un des points qui est important, c'est de demander aux enfants de respirer aux 3 tractions. Je pense la respiration aux 3 tractions est hyper importante chez les jeunes, mais je pense qu'il est aussi important de leur montrer d'autres formes de respiration. Parce que la respiration aux 3, elle a beaucoup de qualités, mais les autres formes de respiration en ont aussi. Garder le visage, la bouche, les yeux près de la surface de l'eau lors de la respiration latérale. Ça, c'est un défaut technique qu'on va voir souvent, c'est que les jeunes vont aller quasiment regarder au plafond pour respirer, ce qui amène, tantôt on parlait des mouvements parasites, ce qui amène beaucoup de mouvements de serpent, si on veut, chez les jeunes. Fait que si on fait juste leur demander d'essayer de regarder, moi souvent je leur dis, puis c'est pour ça, il y en a qui ont peut-être remarqué que j'ai souvent des souliers super colorés sur le bord de la piscine, mais je dis aux jeunes, regardez mes souliers. C'est niaiseux, mais de cette façon-là, on est sûr que si le jeune te regarde la tête, il va trop tourner la tête, tandis que s'il regarde tes souliers, il regarde les pieds, il y a plus de chances d'avoir la tête proche de la surface de l'eau. Le troisième point, initier la respiration aux 2 et ou aux 4 tractions du côté. Plus facile pour travailler la technique et la position du corps. Ça, c'est un point. Puis, je ne l'ai pas mentionné au début, mais moi, je suis quelqu'un qui est très autodidacte. J'apprends par observation, j'apprends par lecture. Je ne suis pas quelqu'un qui était nécessairement très, très motivé à l'école, mais j'aime beaucoup apprendre de cette façon-là.
Et il y a plusieurs années que j'ai remarqué que lorsqu'on respire au 2 puis au 4, le corps va avoir tendance à moins balancer, à avoir un moins gros mouvement de balancier de gauche à droite. Puis quand on veut travailler la technique, souvent, ça va être un peu plus facile avec ça. Je vous avoue que chez les jeunes, c'est vraiment, vraiment pas ce qu'on utilise le plus souvent, mais moi, je veux que les jeunes soient capables de le faire. Puis aussi, quand on fait de la technique, c'est sûr qu'à 8, 9, 10 ans, avec le tuba, des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont de l'eau dans le nez. Mais pour travailler des éléments techniques autres que la respiration, le tuba peut être vraiment, vraiment utile. Quatrième point, avoir une position du corps allongé sans plier le tronc de gauche à droite. En parenthèse, j'ai marqué mouvement parasite. Ce mouvement-là, souvent, va être causé par justement le mouvement de la tête ou le point suivant qui est par le recouvrement au crawl. Donc, le point suivant, c'est faire le recouvrement de l'arrière vers l'avant en évitant le mouvement d'essuie-glace avec rotation. Fait que souvent, les jeunes vont ramener, là, je ne sais pas si tout le monde me voit, mais au lieu de faire le mouvement de l'avant vers l'arrière, ils vont ramener vraiment comme un mouvement, moi j'appelle ça un mouvement d'essuie-glace, ce qui fait que le corps va être obligé de compenser le mouvement qui n'est pas le bon. Et c'est souvent ce qui va amener le corps à plier en deux pour compenser, parce que le nageur veut quand même nager en ligne droite. Fait que si sa tête est rendue d'un bord, c'est sûr que les hanches vont vouloir sortir de l'autre bord pour compenser, pour être capable. C'est un peu comme on essaie de se mettre en équilibre. Si je penche ma tête d'un côté, je vais sortir mon pied de l'autre bord pour garder mon équilibre. C'est un peu pour ça que ce mouvement-là arrive. Dans le cas du dos, fixer la tête vers le plafond, éviter de balancer de gauche à droite. Ça, souvent, c'est un mouvement qu'on va voir. Les jeunes vont suivre la rotation du corps. Ce qui peut amener, dans le cas de la tête, d'amener une surrotation des hanches. Puis souvent, on va le voir, là, les jeunes vont faire des grands mouvements de gauche à droite. Faire la traction en forme de point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres images meilleures que celle-là, mais moi, c'est toujours celle-là que j'ai trouvé la meilleure pour décrire la traction au dos avec la rotation des épaules. Faire la traction point d'interrogation, c'est une image qui est simple et que les jeunes comprennent bien. Développer la technique avec une bonne rotation d'épaule à partir du tronc. L'épaule du haut doit sortir de l'eau. Donc, quand les jeunes nagent, de toujours être capable de voir l'épaule qui est avec le bras qui est le bras qui fait recouvrement. Le recouvrement doit se faire avec le bras droit, donc ce n'est pas les coudes pliés, qui doit se terminer devant l'épaule et non devant la tête. Les jeunes qui vont terminer, il faut essayer d'éviter les jeunes qui vont rentrer la main derrière la tête en pliant le coude. Puis souvent, quand on parle de mouvement parasite, si le coude plie à l'entrée, c'est parce que la traction n'est pas finie en arrière. C'est vraiment c'est un exemple de mouvement parasite qu'on peut avoir. Vu que les bras ne sont pas parfaitement synchronisés, bien, les jeunes, pour tricher, pour être capables de terminer leur traction, vont plier le coude pour être capables de finir leur traction comme il faut. Sortir sur le pouce et entrer sur le petit doigt, ça, je pense que c'est pas mal. On enseigne pas mal le dos, tout le monde, de cette façon-là. Le battement de jambe doit se faire avec une rotation minimale, toujours en gardant le corps droit. Ça, je l'ai rajouté quand même récemment, c'est que justement, comme je disais tantôt, le but des jambes au dos, c'est que oui, ils tournent un petit peu, mais souvent, les jeunes vont se mettre à vraiment avoir un mouvement quasiment de kick latéral. Puis ça, il faut essayer d'éviter ça parce que ce qui va amener un mouvement, justement, un mouvement parasite, c'est que l'épaule opposée va vouloir rentrer, fait que le jeune va se ramasser avec le corps tordu. Les jambes veulent aller d'un bord, le corps veut aller de l'autre bord. Fait qu'on va se ramasser avec un style un peu tordu qui va empêcher leur rythme de rester plus rapide. Pour la zone de virage et arriver au crawl, moi, c'est une chose sur laquelle je mets beaucoup d'importance, les arrivées au mur, les zones de virage. Tu sais, un virage, c'est pas seulement une pirouette. Un virage, ça se prépare d'avance, puis ça se termine seulement lorsque tu as recommencé à nager. Le premier point en haut, ne pas ralentir avant l'arrivée du mur. Ça, constamment, tous les jours, je le répète, je le répète, je le répète. En ce moment, on est en Floride pour un camp d'entraînement avant les essais olympiques. Et encore ce matin, je le répétais, même quand c'est pas rapide, c'est important de ne pas ralentir. Parce que même si tu es à 60 de ton max, tu arrives au mur à 60 de ton max, tu ne ralentis pas avant le mur. C'est du conditionnement, c'est des mouvements moteurs, c'est des réflexes moteurs que les jeunes doivent développer. Si on les laisse faire dans 50 du temps, bien, il y a 50 des chances qu'ils
qu'il fasse en arrivant en compétition. Arriver juste au mur, c'est-à-dire d'entrer dans le virage avec une traction, ne pas se laisser glisser au mur. Ça revient un peu à la même chose. Si le dernier coup de bras il est loin du mur, souvent on va voir les jeunes faire un genre de mouvement de baleine pour aller chercher le mur. Mais l'idéal, c'est d'aller chercher le mur avec un coup de bras pour rentrer dans le virage avec un coup de bras. Ne pas respirer sur la première traction après le virage, je pense qu'on est tous dans cette situation-là. Leur montrer à ne pas respirer après le virage, en fait, c'est difficile, on le sait, de retenir son souffle, une traction de plus. Mais plus ils sont jeunes, plus c'est travaillé tôt, plus ça devient facile, puis plus ça devient de l'inné. Puis ça, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes tous comme moi, mais c'est un combat constant. Là. 15 ans, 18 ans, 5 ans, 9 ans, c'est quelque chose qu'on répète constamment. Ne pas respirer dans le dernier 5 mètres de la distance. Je marque exemple une répétition de 100 mètres. Mais moi, peu importe la distance, la vitesse, je ne respire pas dans le dernier 5 mètres. C'est une habitude qui est hyper importante à prendre, puis qui doit être faite tout le temps. Puis on s'entend que ce n'est pas si compliqué que ça. Tu n'as pas besoin de tant que ça d'avoir d'air dans ton dernier 5 mètres. C'est sûr que si on fait une série de je ne sais pas moi, 30 fois 50 sur 40, là, à ce moment-là, on ne parle pas de la même chose. Mais c'est une répétition qui a beaucoup de repos, qui a une pause après. Là, c'est important de le faire. Le virage pirouette, zone de virage et arrivée. Ne pas utiliser les bras pour faire la pirouette. Éviter de faire des cercles avec les bras. Ça, on le voit souvent, puis on a des jeunes dans le club où on a fallu qu'on le corrige. Ils vont faire leur pirouette, puis ils vont faire comme on essaie de faire une pirouette sur place. Ils vont utiliser leurs bras. Ça, c'est un mouvement, on le sait, qui est pas idéal parce que lorsqu'ils vont enlever les pieds sur le mur, les bras ne seront pas à la bonne place. Pousser du mur en ayant les pieds sous les hanches en position horizontale. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si j'arrive mes pieds au mur, puis mes pieds ne sont pas en dessous de mes hanches, si mes pieds sont plus bas, la poussée va se faire dans une direction, mais mon corps va vouloir aller dans une autre direction. C'est sûr, de un, qu'il y a une perte de puissance, puis de deux, il va y avoir un mouvement un peu comme un dérapage. C'est la même chose si les pieds sont trop hauts, puis la chance de glisser au mur est encore plus grande. D'arriver, puis comme je l'ai dit, ça c'est pour des jeunes, c'est pas pour des gars qui vont faire 15 mètres sous l'eau, c'est d'arriver le plus possible en horizontal pour que la poussée se fasse directement dans la direction où on veut aller. Le streamline, les mains attachées ensemble avec le crochet du pouce et la main par-dessus. Il y a 1001 façons de faire un streamline. Moi, ce que je demande, puis ce que j'exige à tout le monde, c'est d'avoir une main par-dessus l'autre, puis la main par-dessus qui tient l'autre main en crochet. Comme ça, quand on serre la tête, on a juste à serrer en tenant le pouce, puis serrer comme il faut. C'est quand même assez facile à attraper. Là. Il y en a qui vont demander les dos, peu importe laquelle, les pouces croisés. Mais nous, la façon qu'on l'enseigne, c'est la main par-dessus qui fait un crochet sur la main d'en dessous. Exiger 2 kickflies sous l'eau aux enfants avec une visée d'évoluer à plus de 2 kickflies sous l'eau avec l'expérience. 2 kickflies, je pense que c'est vraiment un minimum. 4 kickflies, c'est peut-être un petit peu trop parce que l'idée aussi, c'est de ne pas leur faire perdre de vitesse. Puis au fur et à mesure qu'ils vont grandir, vous êtes capable de voir, on est capable de voir s'ils vont être des bons nageurs sous l'eau ou des moins bons nageurs sous l'eau. Mais peu importe qu'ils soient bons ou pas bons, 2 kickflies, c'est un minimum. Puis plus ils vieillissent, il y en a qui vont se mettre à faire des coulées de 15 mètres, il y en a d'autres qui vont rester avec 2 kickflies, ils vont sortir rapidement. Pour les nageurs de distance, à moins qu'ils soient en fin de course ou en début de course, souvent ça va rester ça. Mais on a vu dans les meilleurs au monde, il y en a qui faisaient 0 kickfly, ils faisaient juste pousser du mur. Et je pense que la base, c'est vraiment d'y aller avec 2 kickfly. Virage d'eau, là, il y en a seulement 2 points parce que le virage pirouette, le virage d'eau, c'est sensiblement la même chose. Compter les tractions à partir des drapeaux, ça peut paraître niaiseux, mais des jeunes qui se revirent de bord pendant un an de temps pour voir le mur, ça arrive souvent. Puis aussi la notion que quand ils sont plus petits, ils vont avoir peur de foncer dans le mur, même qu'il y en a des plus vieux qui foncent dans le mur quand même. On essaie d'éviter ça, mais ça peut arriver par accident. Pour l'arrivée, compter ses tractions à partir du drapeau. Pour l'arrivée, se lancer vers le mur, c'est juste le mouvement c'est pas juste mettre le bras et attendre que le mur arrive, c'est vraiment de se lancer vers l'arrière pour aller chercher le mur le plus rapidement possible. C'est vraiment, là, on va arriver sur les styles qui sont plus des brass fly, qui sont des styles d'ondulation. C'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment
moi, de la façon que je vois ça au Riverain, c'est que c'est un document que mes coachs ont. Ils ne l'ont pas nécessairement toujours avec eux, mais si, exemple, moi, j'ai le privilège d'avoir, en fait, mon garçon est rendu à 15 ans, il est ici avec nous. Ma fille a 10 ans, elle commence, excusez-moi, elle a 11 ans, puis elle commence à nager provincial. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans les estrades observer. J'ai eu la chance de pouvoir aller coacher les petits. Même eu la chance d'être chronométreur sur le bord de la piscine. Et ça m'a permis d'avoir une belle vision de ce qui était parce que souvent, quand on est sur le bord de la piscine et on coach nos jeunes, on ne regarde que nos jeunes. Tandis que quand tu es parent dans les estrades, là, moi, je me mettais un peu dans la position d'observateur, puis j'étais capable de voir qu'est-ce que nos nageurs faisaient par rapport aux nageurs de d'autres clubs. Puis ça, c'était un des éléments puis, euh, qui faisait que je voulais qu'on ait des grandes lignes directrices. Parce que l'idée, c'est pas de demander, c'est pas moi de donner un entraînement à mes entraîneurs, c'est qu'eux autres développent leur programme, mais en ayant toujours en tête que si je vais voir leurs jeunes nager, c'est ce que moi, je vais évaluer dans leur style. Alors, pour continuer avec la brasse, donc faire la brasse, c'est éviter les grands mouvements de la tête du haut vers le bas. Que le cou ait beaucoup de mouvements à la brasse. Oui, la tête baisse, la tête monte, mais c'est vraiment dans l'optique où ça va suivre l'ondulation du corps. Euh, pour la traction, ouvrir les bras en Y. Donc, on essaie de ne pas faire ramener les bras trop proches, nous d'ouvrir trop large, mais vraiment plus d'y aller avec une forme de Y. C'est une image qui est simple pour les jeunes. Que ce soit un Y avec les bras droits ou les Y avec les bras pliés. L'important, c'est de donner une image aux jeunes de ce que ça doit être. La traction doit se faire comme une grande godille de l'extérieur vers l'intérieur en venant coller les coudes aux côtes. En terminant comme ça. Moi, l'image que j'utilise souvent aux jeunes, c'est comme les gros médecines balles, les gros ballons. C'est comme tu essaies d'attraper un gros ballon. Une image qui fonctionne quand même bien. C'est sûr que ce n'est pas toujours idéal parce que les enfants le voient. N'ont pas toujours l'habitude d'avoir ces gros ballons-là, mais c'est une image qui fonctionne quand même bien. Euh, pour le battement de jambes, souvent, il y a des jeunes qui vont l'avoir facilement. Il y en a d'autres qui ne l'auront pas, vont l'avoir vraiment plus difficilement. Là, souvent, quand on voit le pied qui est comme il faut, puis le pied inversé, ça, je pense que c'est une des affaires les plus difficiles à corriger. Donc, plier 4 pouces, c'est très de base, là, mais en même temps, c'est une image que quand moi je nageais, on me disait ça comme ça. Quand j'ai commencé à coacher, je le disais comme ça. Puis dans notre école de natation, c'est encore comme ça qu'on le présente. L'enchaînement des bras et des jambes doit se faire correctement. Ne pas débuter la traction de bras avant que le battement de jambes soit terminé. En fait, on voit ça souvent, c'est que les jeunes vont ouvrir les bras avant que les jambes soient terminées. C'est simplement de leur demander, tu finis ton kick, puis après ça, tu recommences ta traction. Sinon, ils veulent aller trop vite, puis ils brisent l'enchaînement. Parce que malgré que ce ne soit pas un style ondulé comme le papillon, la brasse a quand même une bonne ondulation. Puis si on ouvre les bras trop de bonheur, ben, ça brise un peu ça brise le rythme. L'écoulée de brasse doit débuter par un streamline bien serré, fait que bien coller les bras. Un battement de papillon, la traction complète suivie d'un battement de jambe avec le recouvrement sous le corps, enchaîné rapidement à la première traction. Donc, c'est en fait, c'est beaucoup de mots pour décrire la coulée. L'idéal, c'est de faire une démonstration. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais moi, de la façon qu'on monte la coulée brasse, il y en a qui font le kick fly à la fin. Mais moi, j'aime mieux. On a fait, il y a plusieurs années, j'avais fait des tests. Peut-être une dizaine d'années, j'avais 10, pas 10, excusez, 6 brasseuses en même temps. On avait fait des tests kick fly avant, kick fly très tôt, kick fly juste avant de commencer le coup de bras. Puis ce qui avait sorti qui était le plus rapide, c'est de faire le battement papillon, puis tout de suite faire. Le battement de papillon vient comme donner un boost au mouvement de bras. Et puis après ça, on enchaîne pour une sortie rapide. Faut pas, une fois que le kick est fait, il ne faut pas que le nageur reste trop longtemps à attendre sa sortie. Il faut qu'il soit prêt à sortir tout de suite quand le kick est terminé. Pour le papillon, l'enchaînement des bras, des jambes doit être le point principal de l'enseignement. Ça, on le sait, nager avec ses bras, c'est super facile. Mais en tout cas, pour moi, le papillon, ça part du battement de jambes. C'est pas les jambes que tu intègres au bras, c'est les bras que tu intègres dans l'ondulation qui part avec le battement de jambes. Privilégier la nage à un bras avec un emphase sur le battement de jambes pour développer l'enchaînement du papillon. Chez les tout petits, je pense que c'est la meilleure façon de leur montrer à nager le papillon. Puis, moi, il y a une chose que je fais depuis tout le temps. Je pense qu'avec
la patience est la meilleure de nos outils. Quand on va aller trop vite, quand on veut que les jeunes performent trop rapidement, on brûle des étapes. Les jeunes vont être capables d'être rapides avec un style moyen, mais qui dit style moyen dit aussi progression moyenne. C'est vraiment important, même si euh, euh, ça prend du temps, de la nage à un bras pour travailler l'ondulation, travailler l'enchaînement des jambes et des bras. Pour moi, c'est un élément qui est super important. Puis ça, je serais aucunement gêné de faire un entraînement juste d'un bras. Pour des tout petits, je parle. On s'entend que ce n'est pas pour des vieux, mais faire du un bras pour travailler ça. Un des points sur lesquels je suis quand même têteux, c'est euh, une longueur de papillon, que ce soit une longueur à un bras, débute toujours euh, par une sortie à deux bras. Tu nages au papillon, tu sors toujours de ta coulée à deux bras. Après ça, tu pourras, tu pourras revenir à un bras, mais quand tu sors de ta coulée, tu sors toujours à deux bras. Yannick, j'ai vu qu'il y avait une question, mais je n'ai pas le temps de la voir passer. Oui. Pour le fly à un bras, respiration en avant ou sur le côté, selon toi? Les deux. Moi, je fais faire les deux, même souvent quand ils sont capables de le faire avec le tuba. Parce que l'idée, c'est pas nécessairement de travailler la respiration, mais s'ils respirent sur le côté, il faut quand même que la respiration se fasse au bon moment. Si la respiration est en respirer en avant, c'est plus difficile, par exemple, surtout à un bras. Fait que la respiration sur le côté, c'est pas si grave parce que l'objectif, c'est pas la respiration plus que l'enchaînement des bras et des jambes. Fait que pour moi, c'est vraiment. En fait, il faut qu'il soit capable de faire n'importe quoi. S'il est capable de respirer en avant, c'est tant mieux. Ça veut juste dire qu'il est plus habile. S'il est capable de respirer sur le côté, s'il commence en respirant sur le côté, ou même avec le tuba. Le seul défaut du tuba, c'est que les jeunes vont avoir tendance à diminuer leur ondulation parce qu'ils n'ont plus besoin de bouger la tête. Ça, le tuba a des super belles qualités, mais il y a aussi des gros défauts d'utiliser trop souvent le tuba. Utiliser les pannes pour faciliter l'enseignement du papillon. Moi, j'aimais tout le temps les pannes au fly, ou presque. À part avec les nageurs de papillon, là. Le papillon, on peut s'entêter, en nager beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, si tu es un vrai nageur de fly, tu es capable de nager 200 fly, puis si tu es encore capable de nager après 200 mètres, c'est que tu n'es pas allé assez vite. Le fly, c'est un style de vitesse, il faut que ça aille vite. Puis la meilleure façon de le travailler sur des plus longues distances, c'est de mettre les palmes, parce que les palmes vont favoriser le battement de jambes, puis vont surtout favoriser l'ondulation. Fait que même avec moi, j'ai les secondaires 3 à 5. Même avec les secondaires 3 à 5, là, on nage en 50 ici en ce moment, et je mets les palmes. C'est le style que j'utilise le plus, les palmes. C'est plus facile. Le recouvrement ou l'envol, si on veut, est plus facile. L'entrée à l'eau en avant est plus facile. Puis pour en faire beaucoup, avec une qualité technique optimale, je pense que les palmes, c'est vraiment le meilleur outil qu'on peut avoir au papillon. La respiration doit se faire avec l'extension arrière des bras, avec le battement de jambes. Donc, si la tête lève trop de bonheur, le battement de jambes ne pourra pas se faire comme il faut parce que le fait d'avoir la tête trop haut va bloquer les muscles du dos pour être capable de faire le kick fly. La tête doit entrer à l'eau avant la fin du recouvrement et doit suivre l'ondulation du corps. Ça, c'est un peu. Ça, je pense qu'on l'enseigne tout, puis on l'a tout appris comme ça. Dans le fond, c'est que ta tête doit rentrer avant tes bras. Puis même si tu as un bras, c'est la même chose. Tu nages un bras, il faut que ta tête rentre avant tes bras, juste avant la fin de ton recouvrement. Les mains entrent à l'eau devant les épaules. Des fois, les jeunes vont arriver soit trop large ou trop étroit. Trop étroit, ça sert pas à grand-chose, sauf prolonger le temps du recouvrement. Puis souvent, c'est cette petite portion de temps-là qui va venir, qui vont se fatiguer plus rapidement. Virage bas, bras et papillon. Donc, toucher à deux mains au mur, moi, c'est obligatoire. Tu fais de la brasse, tu fais du papillon. Il y a quelqu'un au mur qui te bloque, tu rentres, tu touches à deux mains au mur. C'est interdit de ne pas arriver à deux mains au mur. Peu importe l'âge, qu'il soit vieux, jeune, peu importe, c'est toujours à deux mains au mur quand tu fais de la brasse ou du fly. Débuter le virage en ramenant rapidement les genoux à la poitrine. Souvent, les jeunes, ce qu'ils vont faire quand ils vont un virage, c'est qu'ils vont toucher au mur puis ils vont redresser le corps. Fait que là, on va se ramasser avec le corps puis les jambes, la masse, si on veut, qui peut faire de la résistance est vraiment grande. Mais l'idéal, c'est de faire un peu comme quand on fait un backflip, pour ceux qui ont déjà réussi à faire un backflip sur une trampoline. Pour que ça vire vite, il faut ramener les genoux vers la poitrine. Touche au mur, ramène les genoux vers la poitrine, puis
le bascule va se faire pratiquement automatiquement. Ça, c'est difficile quand même à enseigner aux jeunes parce que le réflexe naturel, ça va être de se redresser pour virer avec le haut du corps. Mais dans le fond, ce n'est pas le haut du corps, c'est le bas du corps qui fait basculer le haut du corps. C'est sûr qu'on pousse du mur aussi en même temps un peu, mais il faut vraiment, c'est ramener les genoux pour se mettre en petite boule pour virer vite. Guillaume, il y avait une Passe. question sur l'utilisation des palmes. Je veux Oui. survenir dans le chat. Quand tu demandes de retirer les palmes, est-ce que les jeunes sont parfois déstabilisés par le changement de puissance du battement de jambes? Non, non. Ben, souvent, quand je vais demander après ça de faire du papillon, ça va souvent être des 25 mètres. On va une longueur à la fois. Les virages, on les travaille à d'autres moments. Mais surtout pour les plus jeunes, là, dépasser une longueur au papillon, c'est une assurance que la deuxième longueur ne sera pas de qualité. Moi, je préfère faire plusieurs longueurs séparément avec un repos plus ou moins court que de faire. Moi, je ne vois pas comme un enfant de 10 ans pourrait faire 4 longueurs de fly en entraînement. Là, en compétition, oui. Mais pour travailler, pour améliorer le papillon, non, c'est pas. En fait, moi, c'est parce qu'ils sont habitués de le faire, puis ils savent que quand tu enlèves les pannes, ils ont moins de kick, mais en même temps, ça les oblige à compenser en kickant encore plus fort pour compenser justement la perte de puissance de pas de panne. Merci. Passer un bras sous l'eau, je suis rendu au troisième point. Passer un bras sous l'eau, près du corps et passer l'autre bras en dehors de l'eau, près de la tête. Ça, c'est un peu, c'est passer un bras par-dessus. Souvent, les jeunes vont faire un grand, grand mouvement de bras. C'est simplement de ramener, de dire, il faut que ta main passe proche de ta tête quand tu fais ton virage pour justement accélérer le mouvement. Si le jeune fait correctement le mouvement de ramener les genoux proches de la poitrine, souvent, ce que ça va arriver, c'est que s'il tourne le bras trop grand, c'est qu'il va se ramasser en position et son bras ne sera pas rendu encore. Pousser du mur en streamline, ça, je pense que c'est un classique. C'est quand même assez simple. À la brasse, faire le coulé brasse, ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est une des observations que j'ai fait quand j'ai été dans les estrades pour voir ma fille nager, c'est qu'à 8, 9, 10 ans, nous, dans le club, c'est obligatoire. Puis même, je les compte, les jeunes qui n'ont pas fait leur coulé brasse. Mais moi, c'est obligatoire. Même dans le QNI, arrive au dos, sont essoufflés, manque d'air, tu fais ta coulée brasse. C'est pas optionnel. C'est pour ça que ce bras-là, ce point-là, je l'ai mis parce que souvent, dans l'optique où ce qui peuvent aller un petit peu plus rapidement, on ne vérifie pas ou on ne le fait pas, mais nous, c'est obligatoire. Même si ça te fait aller plus lentement, tu vas plus lentement, mais tu fais ta coulée brasse parce qu'on le jour ou l'autre, quand ils vont être plus expérimentés, plus habitués, ils vont faire leur coulée au complet. Pour le papillon, même minimum 2 battements de jambes. Je pense que c'est un minimum pour le papillon, mais plus les jeunes s'améliorent, on développe, ils deviennent meilleurs au battement papillon. On va le savoir. Il y en a qui vont rester toute leur vie à 2. Il y en a qui vont se ramasser à en faire 15 mètres ou même faire 10 mètres. Là, on l'a vu avec Phelps quand il arrivait dans son 200 fly à la fin. Lui, il partait sous l'eau, puis boum, 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 s'en allait. Je pense que Léon Marchand aussi fait un peu la même chose. Ils ont des kick-fly extraordinaires. Ben, probablement, quand il était petit, on commençait avec très peu, puis au fur et à mesure, il travaille, mais pour être capable d'en venir à 15 mètres, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Même des flyers, il y en a qui ne sont pas capables de faire ça, sont meilleurs en nageant qu'en étant sous l'eau. Puis l'objectif, c'est aussi de maximiser les forces puis de minimiser les faiblesses. Donc, Question. il reste. Il y a une question, Oui. Guillaume. Quand ton nageur de 10 ans ne fait pas la coulée de brasse, c'est quoi ton discours ou commentaire conséquence? Bon, il n'y a pas de conséquences. Simplement, on lui dit, on lui rappelle. Puis, il y a plusieurs années avec un nageur qui était pas très vieux, il est rendu plus vieux maintenant. Là, je pense qu'il est rendu à 20 ans. C'était systématique, il ne faisait pas s'écouler. Puis, j'y ai mis le 200-400 IAM à chaque compétition jusqu'à temps qu'il fasse. Il n'y avait pas 8 ans, là, on se comprend. Je ne mettais pas 400 IAM avec les compagnies à jeunes de 8 ans. Mais à 8, 10, 12 ans, je ne me souviens pas exactement l'âge qu'il avait. Puis je lui remettais les prépares. Je dis, tant que tu ne feras pas tes coulées brasses dans ton IAM, je vais te remettre le IAM. Puis il a fini par les faire. Puis vous voyez, début vingtaine maintenant, il nage avec notre équipe de Faucon. Puis très bon athlète. Il est surtout rendu vraiment bon sous l'eau. C'était un plus pour lui. Fait que sans dire que je me suis entêté, c'était venu des menaces. Là. C'était rien de menaçant, mais pour moi, c'est un
c'est un no-brainer. Tu dois faire tes coulées brasses. Le petit gars, ça a pris du temps à le convaincre. Et à force de lui parler, de lui répéter, il peut pas les faire. Puis moi, je ne suis pas un coach qui chicane les jeunes. Si je chicane, ça va être souvent au niveau du comportement ou du manque de respect. Mais si un jeune qui ne fait pas ses coulées brasses, souvent, c'est parce qu'il va avoir peur de manquer d'air. Puis si tu chicanes un jeune qui a peur, tu risques de simplement augmenter sa peur. C'est de l'encourager à le faire. Puis ce petit gars-là, je savais qu'en lui remettant chaque fois, ça allait être une source de motivation. Ça avait été une source de démotivation, j'aurais arrêté de le faire tout de suite. Mais je pense que c'est ça. C'est lui répéter, répéter, répéter. Il n'y a pas de technique miracle. Donc, pour les départs, là, il reste comme 2 points. Le reste du document, c'est un peu les points par rapport au club avec nos groupes. Je pourrais les présenter aussi, mais on va faire ça rapidement. Donc, pour le départ, la position de base sur le bloc de départ, nous, on a des blocs avec le genre de pad en arrière pour notre centre aquatique. Donc, une des choses qui est importante, c'est d'accrocher les orteils au bout du bloc. Souvent, les jeunes vont simplement déposer leurs pieds sur le bloc sans s'accrocher au bout. Quand c'est un bloc qui est super antidérapant, c'est pas si grave que ça, mais quand le bloc est glissant, de bien accrocher ses orteils au bout du bloc. Le deuxième pied doit être sur le pad arrière, selon leur aisance. S'il est trop loin, bien, on peut le rapprocher aussi. Bien tenir le bout du bloc avec les mains. Moi, ça, c'est important. Souvent, ce que je donne comme exemple aux jeunes, un départ, c'est comme si tu fais un saut. Tu sais, si j'arrive à côté de toi et je fais semblant de te donner un coup de poing, tu vas avoir un réflexe rapide de te protéger. Bien, un départ, c'est un peu la même chose. Fait que si tes mains sont molles sur le bloc, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de serrer le bloc et partir après. Fait que tu serres le bloc, comme ça, le premier réflexe que tu as, c'est de partir. Lever les hanches pour avoir le poids du corps sur la jambe, le pied avant. Souvent, on voit ça. Il y en a qui vont se mettre en position puis ils vont reculer leur poids vers l'arrière pour mettre le poids sur la jambe arrière. C'est vrai que ça va pousser plus fort, mais en même temps, le but, c'est de réagir vite. Il faut que le poids soit principalement sur le pied d'en avant. Entrer dans l'eau le plus allongé possible en streamline, d'avoir réussi à faire son streamline avant d'entrer à l'eau. Un des points qui est vraiment important, puis je ne sais pas combien de fois je le répète, c'est de pointer les pieds. C'est niaiseux, mais souvent les jeunes vont arriver avec les pieds comme quand ils marchent. Il faut pointer les pieds parce que la pointe de pied va permettre une meilleure remontée. Sinon, si les pieds sont comme ça, ben, c'est un peu comme un aile d'avion. Si tu lèves vers en haut, l'avion remonte. Si tu baisses par en bas, l'avion baisse. Donc, si tes pieds sont pliés, ben, ça va avoir tendance de un, faire beaucoup de résistance, puis de deux, faire modifier la ligne du plongeon. Enchaîner avec la coulée du bon style, ça, c'est normal. Puis ça, je le mets quand même si c'est un point qui est un peu bête, pour être sûr que le monde fasse leur coulée. Parce que ce serait facile de sortir sans faire sa coulée brasse ou de nager au dos sans même aller sous l'eau. Ils font un flap et ils partent. Pour les départs au dos, c'est un départ qui est quand même assez corsé à enseigner. Là. Des fois, ça prend plusieurs années avant qu'ils réussissent. Placer les pieds à la surface de l'eau s'il n'y a pas de wedge. C'est vraiment un peu comme dans mon temps, quand je nageais, c'est de mettre les pieds à la limite de la surface de l'eau. Pas les sortir de l'eau parce que si le mur est un peu glissant, si les pieds sont trop hauts, ça va glisser, c'est sûr. Tenir la barre fermement avec le pouce sous la barre. Moi, en fait, on l'enseigne toujours comme ça, c'est de ne pas mettre les mains sur la barre, c'est de mettre les pouces en dessous de la barre. Pour la simple et bonne raison, un peu comme j'expliquais tantôt, le départ, c'est comme si on faisait un saut. Si tu as les mains sur la barre, tu vas avoir tendance à lâcher la barre. Si tu as les pouces en dessous de la barre, tu vas avoir tendance à pousser sur la barre, qui va faciliter le départ pour aller chercher la bonne angle pour pousser. Pousser du mur en arquant le dos comme si on voulait sauter par-dessus quelque chose qui était derrière. C'est un peu moi, je les mets à l'image du saut en hauteur. La façon qu'ils font le saut en hauteur, là, ils viennent arquer le dos pour passer par-dessus la barre, c'est un peu la même chose. C'est des concepts qui sont quand même assez difficiles à enseigner. Ce matin, Jérémy, je pense qu'il est encore avec nous autres. Jérémy faisait des départs au dos, puis même avec des nageurs super expérimentés, ça reste un concept qui est difficile à apprendre. Le départ au dos, en tout cas pour moi, c'est un départ qui est plus difficile à réussir que les autres départs, mais c'est un départ qui demande beaucoup de pratique. Enchaîner avec le battement de papillon en streamline sous l'eau en faisant de ne pas dépasser le 15 mètres. Les petits, ça va être très, très rare qu'ils vont dépasser 15 mètres. Les plus vieux, ça se peut que ça arrive. Mais on sait, dépasser 15 mètres, t'es bon. Donc, pour le reste, l'âge cible de nos groupes, on a recru junior développement, junior espoir, puis junior espoir plus. Ça, c'est nos groupes du soir. Dans le sport-études, on a 2 niveaux, niveau 1, 2, 3, puis 3, 4, 5. Le fait de changer de groupe ou pas dépend vraiment de l'atteinte des objectifs qu'on a.
Pour les critères de réussite pour chacun des niveaux, dans le fond, c'est quand même assez basique. Pour passer de recrue au junior développement, c'est de nager un 200 livres, 100 QI, 100 dos, 50 brasses, 25 fly, mais la notion importante, c'est avec les techniques appropriées. Fait que si un jeune fait le 200 livres, mais qui se balance qui n'a pas la base, on va te garder dans le groupe. Fait que, oui, tu es capable de faire un 200 livres, mais si tu ne le fais pas comme il faut, ça ne passe pas. La technique est plus importante que l'intensité. Dernier point, critère pour passer du niveau junior développement au niveau junior espoir, ben, c'est un peu la même chose. Il faut que les distances sont augmentées. Fait que ça veut dire que pour passer d'un niveau à l'autre, il faut que les jeunes aient atteint un certain niveau de compétence. Parce qu'il faut qu'ils soient capables aussi de suivre le groupe dans lequel ils vont aller. Une autre question. Avez-vous un volume de longueur maximale par entraînement par groupe d'âge? Non. Moi, comme actuellement, je coach le sport études sur la 3, 4, 5. Je coach le groupe Espoir 11-17 ans. Les deux groupes Espoir s'entraînent ensemble. Puis le jeudi, je remplace Michel dans son groupe. Et surtout pour les jeunes, je ne calcule même pas la distance qu'on fait. Parce que si, exemple, je décide de faire 8 x 25 au papillon et que je ne réussis pas à avoir ce que je veux avoir, ben, je vais continuer. Fait que surtout avec les petits, les plus jeunes, là, jusqu'à 11 ans, mettons 11, ben même 12 ans, ça dépend. Ça dépend vraiment on a des super talentueux, mais on est mieux de continuer à répéter quelque chose qui n'est pas réussi en le faisant de façon positive. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop contraignant. Mais non, c'est sûr qu'avec les plus vieux, avec exemple mon groupe, j'ai tout le temps un certain millage à atteindre, mais quand on est dans l'enseignement avec les jeunes, moi, je ne vais pas en termes de distance, je vais en termes de plus de réussite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais un commentaire. Oui. Vas-y, De Michel. un, Guillaume, merci beaucoup de partager ça. Je sais qu'est-ce que c'est faire des Zooms ou des Teams et se parler à soi-même dans un écran, c'est pas évident. Merci beaucoup de partager ça. Il y a énormément de travail là-dedans. Moi, les petits points que j'aimerais se partager, c'est apprendre à respirer au dos. Les jeunes, ils apprennent à respirer au crâne, mais on n'enseigne pas la respiration au dos. Puis ça, j'ai vu des nageurs seniors respirer à chaque coup de bras. L'autre chose, c'est tu parles beaucoup, beaucoup de position de corps, puis je suis 100% d'accord avec toi. Moi, en recommençant à coucher dans un club, deux choses que je ferais beaucoup, c'est pratiquer la flottabilité. Ça, j'ai appris ça avec les parents nageurs. Puis vraiment, apprendre à avoir une bonne position de corps, ben, c'est juste apprendre à flotter avec les 12 ans et moins. Et beaucoup, beaucoup de kicks sans planche. Aujourd'hui, j'en ris et quand je vois ça, tu parlais de corps banane, mais toutes les fois qu'on met une planche comme ça, avec la tête hors de l'eau, on a le corps en banane, puis je ne sais pas à quoi que ça sert. Puis les deux mots que j'enlèverais de mon vocabulaire, que j'ai enlevé dans les 10 dernières années, c'est le mot all out. Parce que frapper la balle le plus fort possible, ça ne va pas que la balle va aller plus loin. Le mot all out, je ne sais pas à quoi que ça sert. Et l'autre mot, c'est feeling. Pour moi, la natation, c'est un sport technique. Ce n'est pas un sport de sensation, c'est un sport technique. Puis je me souviens, j'étais aux Nationaux avec une nageuse, puis après un 200 fly, je m'envoyais dire, puis comment tu t'es senti? Elle dit, un 200 fly, Michel, ça fait mal. 400 yams, ça fait mal. Tu sais, c'est de remplacer ce mot-là par des mots précis. Vraiment des mots précis. Je vais avoir 90% je vais avoir une vitesse de course, je vais avoir des choses très, très, très précises. Merci. Merci, Michel. Et là-dessus, Michel, je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est probablement un de mes défauts qui est une qualité d'avoir. Moi, j'aime ça quand c'est précis. Là, puis, comme toi, puis merci d'avoir partagé ça parce que c'est le genre d'élément que je vais rajouter. Là, justement, la respiration au dos, je n'y avais pas pensé. Puis c'est vrai qu'on m'avait déjà fait le commentaire dans le temps parce que Marie-Pierre, elle s'épuisait dans son sang d'eau. Puis c'est Benoît Lebrun qui m'a fait le commentaire. Elle respire au combien de coups de bras? Puis comme je m'étais fait pris par surprise, je ne savais pas quoi répondre. Puis pour en venir à la précision, ben exactement, oui, le mot all out, mais
des fois, on utilise le mot fort, vite, sprint. C'est tous des mots qui veulent dire tout puis rien en même temps. Puis moi, c'est pour ça que j'ai développé comme j'ai dit, des zones de vitesse V1, V2, V3, V4, V5, où il y a une précision de dire, mais ça, c'est telle zone d'intensité qui devrait être représentée à peu près telle fréquence cardiaque avec tel pourcentage. Puis des mots comme tu disais all out, mais bien nager, moi, j'utilise plus ça. Même le mot modéré, là, les oreilles me frisent quand j'utilise ce mot-là parce que modéré, ça veut rien dire. Là. C'est comme on est mieux de trouver un mot qui est plus correspondant avec la vitesse qu'on va avoir plutôt que d'y aller avec un mot qui ne veut rien dire. Souvent, justement, fort, vite, sprint, je vais les utiliser quand je veux que ce soit pas précis. Tu sais, c'est l'athlète qui décide la vitesse qu'il met dedans. Puis ça, souvent dans les échauffements ou dans des moments où ce n'est pas important nécessairement qu'il y aille comme incitant dans la journée, mais c'est le genre de mot que je vais utiliser. Sinon, si je veux vraiment avoir quelque chose de précis, je vais être vraiment précis dans ce que je demande. Good. Merci pour renchérir. L'heure avance, ça fait déjà presque 60 minutes, mais je veux quand même te poser une petite question qu'on veut répondre avant de passer à la conclusion. Je sais parce qu'on a déjà parlé ensemble. Un jeune nageur qui a déjà des bons résultats de temps, pourquoi que tu mets quand même la priorité à vouloir changer la technique? C'est-à-dire, pourquoi je changerais quelque chose, ça va bien, c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais je sais que tu en fais une priorité, même si ça va bien à 12 ans, tu te mets quand même une priorité pour changer ta technique. Fait que pourquoi tu en fais en fait cette priorité-là quand même? Je trouve que les résultats quand ils sont jeunes, avec un corps de jeune, c'est c'est pas un gage de réussite quand il va être plus vieux. Souvent, on en a moi j'appelle ça des bébés champions qui sont en avance, qui sont plus forts, qui sont plus souples, ont des qualités athlétiques qui sont vraiment meilleures. Puis on va accepter de dire ah ben il est vite, je le changerai pas. Sauf que moi j'ai toujours dans l'idée, tu sais, actuellement je coach un groupe de 13-17 ans ou 13-16 ans. Mais moi, mon objectif, c'est quand ils vont arriver avec Heather, parce qu'avec les riverains, c'est Heather qui coach les seniors, c'est qu'elle ait encore de la marge de manœuvre. Je veux pas que les jeunes performent avec moi puis ne performent plus avec elle ou plafonnent avec elle. Moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que quand ils vont avoir terminé leur adolescence, qu'ils aient les éléments techniques pour nager comme un adulte. Puis souvent, on va voir ça, des jeunes qui vont être super vite à 12 ans, puis ils vont arriver à 15, 16, 17 ans, qui vont être moins rapides. Là, on va essayer de faire des changements, puis vous savez, les changements, ça peut être long à faire. Tu sais, construire, je parlais de patron moteur. Si tu arrives avec un jeune de 14-15 ans, ça fait 5 ans qu'il a le même style, puis là, tu dis ça, c'est un style qui ne marchera pas quand tu vas être vieux. Là, c'est vraiment pas un style d'adulte. Tu sais, les corps changent, les gars prennent des épaules, les filles prennent des hanches. Tu sais, il faut en venir à avoir et y aller avec l'objectif de progression. Oui, progression de temps, mais progression de technique aussi. C'est pour ça que c'est important même si un jeune à 12 ans est très, très bon, si on juge que la technique n'est pas à point, assurément que si on corrige la technique, il va devenir plus rapide. Peut-être que sur le moment, ça va le faire ralentir sa progression, mais le but, c'est qu'il performe longtemps. Parce qu'un jeune qui arrête de nager à 14 ans, c'est un jeune, c'est un talent perdu. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ton temps. Comme Michel l'a dit, c'est de la préparation. Merci aussi de vouloir partager des outils. On le sait, des fois, il y en a, on fait des choses, mais de vouloir partager ce que vous faites à la communauté. Gros merci, c'est grandement apprécié. Euh, pour le groupe, comme je disais un petit peu au début, la conférence, évidemment, on le fait dans le but de partager de l'info, tout ça. Pour s'améliorer, dans le chat, j'ai placé un lien pour une réponse encore, 3 petites questions de sondage. Encore une fois, là, comment que vous avez trouvé votre appréciation? Est-ce que ça vous amène à réfléchir à certains points? Est-ce que vous amène à des actions que vous voulez changer dans le futur? Fait que c'est tout le temps les 3 mêmes petites questions. Je vais aussi juste partager s'il y en a qui sont là, devant avec le fameux code QR là, qu'on avait, fait que soit avec le lien. Donc, aussitôt que je reçois les réponses, là, je sais, je vais les refaire, donc ça va être envoyé. Donc, réponse au sondage avec votre nom, numéro de PNCE, puis on va pouvoir donner votre point de développement continu. Donc,
Merci encore une fois, Guillaume. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Prochaine conférence, c'est le 8 mai avec plongée vers la performance. Donc, on va parler un petit peu plus de performance. Conférencier André Lachance, qui travaille présentement, qui est un des directeurs seniors au Cirque du Soleil, qui a été longtemps au développement des jeunes, où est-ce qu'on va regarder la performance, mais pour l'entraîneur. Donc, pas juste se fier aux performances de l'athlète, mais bien, c'est quoi la performance pour l'entraîneur. Donc, je souhaite une prochaine conférence. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Au plaisir de se revoir.